Chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier Marion Gauthier pour cette présentation du rapport d'orientation budgétaire 2025 et plus généralement pour son travail au service de la gestion budgétaire et financière de la ville, qui est loin d'être simple, d'autant plus dans la situation nationale que nous connaissons bien et que Marion nous a rappelé. Je la remercie d'autant plus pour son travail acharné ainsi qu'à celui des services de la ville que je salue, qui nous permet de tenir ce débat d'orientation budgétaire avant la fin de l'année et ce malgré toutes les inconnues du moment de cette période qui nous mène d'incertitude en incertitude. Le gouvernement Marnier proposait un budget injuste avec Martine Aubry, avec nos parlementaires, cher Audrey, cher Roger, avec les élus du groupe L'Île en commun. Nous en avons combattu les pires mesures. Je pense évidemment au gel des retraites, aux suppressions de postes d'enseignants, aux économies sur l'hôpital, à l'augmentation du reste à charge sur les consultations médicales pour les 2 millions de Français sans mutuelle. Je pense évidemment aux économies faites sur le dos des fonctionnaires et le triplement de la durée de carence en cas de maladie. Je pense évidemment aussi à la ponction de plus de 8,5 milliards d'euros sur le budget des collectivités territoriales. Bruno-Le Maire en rêvait déjà depuis un petit moment et nous avions eu l'occasion d'en débattre à de nombreuses reprises ici même. Nous estimons qu'il est injuste de demander aux collectivités de contribuer autant au redressement des finances de l'État. La dotation globale de fonctionnement non indexée sur l'inflation, la ponction sur le fonds de compensation de la TVA, hausse de cotisation de retraite de nos agents. Nous l'avons fait savoir à Lille, l'ensemble des mesures proposées aux collectivités dans le budget Barnier auraient eu un impact de 20 millions d'euros sur le budget municipal et la superposition des réductions budgétaires à l'AMEL, au département, à la région aurait eu d'énormes répercussions sur le financement des services publics de proximité, sur les associations, sur les entreprises locales qui bénéficient de la commande publique également et sur les habitants évidemment. C'était ce que nous dénoncions aux côtés des syndicats dans le cortège des manifestations du 5 décembre dernier. La casse du service public a des conséquences lourdes sur l'ensemble du tissu social, sur les plus fragiles évidemment, mais aussi dans toutes les catégories de la société. Pour nous, la République sociale est le meilleur des fronts républicains dans la durée. Alors oui, quand le Premier ministre a voulu imposer au Parlement un budget 2025 de la sécurité sociale avec le honteux article 49.3 de la Constitution, la cohérence exigeait que nos parlementaires votent la censure de ce gouvernement qui ne tenait que grâce à une tentative de fricotage avec l'extrême droite et de ses ambitions. Depuis les élections législatives anticipées, le président de la République puis le Premier ministre opposaient une fin de non-recevoir aux forces de gauche et des écologistes et à leurs propositions pourtant arrivées en tête. La motion de censure est venue rappeler à l'exécutif que dans notre démocratie, le Parlement lui aussi peut être un contre-pouvoir. Nous croyons à un parlementarisme renouvelé, c'est d'ailleurs l'une des conditions de notre stabilité institutionnelle. Il faut d'ailleurs remettre les choses à leur place. L'instabilité, c'est le fait de ceux qui tordent toutes les règles du jeu pour pouvoir dire à la fin qu'ils ont gagné. L'instabilité, c'est l'inconséquence du bloc central qui insiste en nommant un Premier ministre provenant d'un bloc en échec aux dernières élections pour poursuivre la même politique que celle qui a fait tomber le dernier gouvernement et encore celui d'avant. L'instabilité, c'est de rejeter par principe antisocial les propositions de gauche alors qu'elles sont arrivées en tête. Cette situation politique inédite devrait nous inspirer de l'humilité et de nouvelles méthodes dans un autre rapport au pouvoir. Ils insistent dans l'échec. D'autres pays dans la même situation savent très bien avancer. C'est le cas de l'Europe qui n'a pas de majorité absolue non plus. On discute, on négocie et on respecte le choix des électeurs. Cette censure était donc nécessaire. Malheureusement, elle n'apaise pas les inquiétudes que nous partageons avec les Français et la nomination de François Bayrou ce matin non plus. Car faut-il le rappeler, la situation est très grave. 3 300 milliards d'euros de dette publique, 150 000 emplois menacés. Cette situation, c'est le résultat des politiques libérales menées par le gouvernement de l'État depuis 2017. C'est l'abandon de la puissance d'agir, une suite infinie de suppressions de recettes fiscales, la victoire des intérêts privés plutôt que la défense de l'intérêt général. C'est la croyance que le marché peut tout régler et que le service public est un poids.
C'est 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises privées chaque année, sans conditions sociales ni environnementales. C'est le refus obsessionnel de la part de la majorité présidentielle de demander leur contribution, même temporairement, à ceux qui continuent de s'enrichir démesurément dans cette période où les inégalités n'arrêtent pas de s'aggraver. Nous savons bien que la situation économique du pays dont nous héritons, comme le testament d'Emmanuel Macron, est loin d'être réglée par le Premier ministre nommé ce matin, qui a fort à faire pour nous convaincre de ne pas être aussi à la botte de ceux qui ont perdu les élections. En espérant que son expérience dans les collectivités territoriales nous préservera des propositions budgétaires aussi déconnectées du terrain que l'étaient les précédentes. Les plans sociaux s'enchaînent, nous en reparlerons plus tard avec la motion que défendra Karine Trottin tout à l'heure. Emmanuel Macron ne semble pas avoir le début d'un plan pour assainir la situation financière de notre pays et surtout, nous n'avons plus l'espace pour en débattre au Parlement depuis le 49.3. La dissonance cognitive du bloc central entre son bilan et les leçons qu'il continue de vouloir donner à tout le monde est stupéfiante. Sa posture, lui, qui est si prompt à se dire bon père de famille, apparaît de plus en plus comme une imposture. Et tout ça continue de créer de la défiance parmi nos concitoyens. Dans ce contexte, certaines collectivités ont décidé de décaler leur calendrier budgétaire, pas nous. Malgré les incertitudes, en dépit des craintes légitimes, nous avons maintenu le débat d'orientation budgétaire pour plusieurs raisons. L'urgence de la situation économique dans notre pays doit nous mener toutes et tous à faire preuve de responsabilité. Loin des manipulations politiciennes, des éléments de langage rabâchés, des petites démagogies et pour certains des mensonges obsessionnels. Dans cette période d'instabilité, je crois que les Lillois attendent que nous nous serrions les coudes autour d'un certain nombre d'inconditionnels. Je crois que c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'il évaluera plus tard si nous avons été dignes des mandats qu'ils nous ont confiés. Dans ce débat d'orientation budgétaire, ils pourront évaluer sa tenue et constater ou pas si nous sommes à la hauteur de leurs attentes. En optant pour le maintien du ROB à cette époque de l'année, nous optons pour la transparence avec les citoyens. Ce débat d'orientation budgétaire doit permettre de faire apparaître les lignes politiques et d'en mesurer la cohérence. De notre côté, notre ligne ne bouge pas, nous gardons le cap. N'en déplaise à certains, nous appliquons, comme nous l'avons toujours fait, le principe de bonne gestion à l'ensemble de nos décisions budgétaires et financières, en dépit de nombreux obstacles que nous avons trouvés sur notre route ces dernières années et que vous connaissez. Ceux qu'il n'y a pas si longtemps encore, qui nous accusaient de recourir à l'emprunt, sont mal inspirés de le faire ce soir. Le coût de notre dette reste très modéré. Il n'augmente que de 0,08% en 2024. Aucune chance, chers collègues, que le remboursement de la dette devienne un jour le premier poste de dépense de la ville, ce qui pourrait bientôt arriver pour l'État. Ceux qui, de façon récurrente, nous accusent de ne pas assez recourir à l'emprunt ou de ne pas l'avoir assez fait par le passé, quand les taux étaient plus bas, car ils sont dotés de pouvoirs de divination boursière, seraient rassurés, je l'espère, de constater que 91,5 millions d'euros d'investissement ont été réalisés en 2023, que l'effort a été soutenu en 2024, on va même atteindre 110 millions d'euros, et nous comptons assumer ce même niveau d'ambition pour l'année prochaine. Je le rappelle, dans le contexte des crises que nous affrontons depuis 2020, réussir à sortir autant d'investissements avec de vraies transformations de l'espace public, la livraison de nouveaux espaces verts, la rénovation énergétique ou environnementale de notre patrimoine municipal, par exemple, c'est un vrai beau succès dont l'État devrait s'inspirer. Je le rappelle parce que c'est souvent l'objet de polémiques et de surenchères politiciennes. Réussir à augmenter aussi résolument le nombre de nos policiers municipaux en 4 ans, construire un hôtel de police municipale, réussir à installer plus d'une centaine de caméras de vidéoprotection, toutes reliées à un CSU, c'est aussi de vrais beaux succès, cher Jean-Claude. Nous ne sommes pas loin d'avoir atteint nos objectifs du mandat et en 2025, sur ces sujets-là comme sur les autres, nous restons pleinement mobilisés. Il est donc impératif que l'État préserve les moyens de ce qui fonctionne. Ces succès, nous le devons, je le rappelle, aux grandes compétences des services municipaux des finances qui accompagnent la vision du maire et des élus en charge, Marion Gauthier, Audrey Linkenheld, Florent 19, et qui optimisent nos ressources, gèrent nos finances. Nous le devons également au reste des fonctionnaires qui des services municipaux, dans l'ensemble des délégations thématiques, piloté par les élus Lille en commun, dans l'ensemble des projets pour mener à bien les engagements que nous avons pris devant les Lillois, contribuent aux efforts que nous imposons tous, vont à la recherche de cofinancement et de nouvelles recettes complémentaires.
La gestion budgétaire et financière est mise au service du projet municipal. L'augmentation du recours à l'emprunt est maîtrisée dans ses volumes, dans ses provenances, dans ses coûts. C'est de façon pratique que notre gestion budgétaire est mise au service de nos engagements auprès des Lillois et de leur pouvoir d'achat. D'autres collectivités n'ont pas fait le même choix. Face aux difficultés des dernières années, certaines ont anticipé les économies aux dépens du service public local qui bénéficie pourtant à toutes et tous. Ça n'a pas été notre choix. Face aux difficultés des dernières années, certaines collectivités ont décidé d'augmenter les impôts locaux. Ça n'a pas été notre choix. Je le rappelle, nous n'avons pas touché aux taux communaux de la taxe foncière depuis 2016 et nous ne les toucherons pas en 2025. Et malgré cela, nous avons fait la gratuité des fournitures scolaires, la mutuelle solidaire, l'encadrement des loyers, la baisse des tarifs du périscolaire, le maintien d'une cantine scolaire de qualité et abordable à toutes et tous. Nous avons augmenté notre soutien aux associations. Parce que les difficultés que nous connaissons du point de vue de la collectivité, nos concitoyens les traversent avec plus de dureté encore. Au niveau national, nous refusons l'austérité proposée à droite, puisqu'elle ne fera que renforcer les difficultés des Français. Au niveau municipal, dans la mesure des moyens dont nous disposerons, nous ne souhaiterons pas l'appliquer. Maintenant doté de la Maison des Solidarités, cher Arnaud, l'île restera solidaire. Nous garderons le cap. C'est de cette façon que notre budget a été mis au service de nos engagements en matière de transition écologique et de lutte contre le dérèglement climatique. C'était une demande forte des Lillois. Sur le sujet, notre ville est engagée depuis 2001, mais depuis 2020, cher Audrey, cher Marion, nous assumons de mettre un vrai coup d'accélérateur sur les politiques, les projets, les investissements qui contribuent à atténuer le dérèglement climatique et à adapter notre territoire. En 2025, nous poursuivrons les travaux de rénovation énergétique, l'aménagement des espaces verts, la modernisation de l'espace public. Là encore, alors que la réalité du changement climatique s'impose à toutes et tous, l'inaction semble être la règle que se sont imposés les gouvernements successifs. En contraste, l'effort soutenu que nous consacrons à atténuer et à s'y adapter est un véritable choix politique. Ne pas investir maintenant dans l'adaptation au réchauffement climatique, c'est le payer beaucoup plus cher demain. Voilà nos orientations politiques. Nous protégeons les Lillois. Ces Lillois qui nous disent voir la ville se transformer en bien et en beau, ces Lillois qui galèrent et qui sont sensibles aux efforts que nous faisons collectivement pour toujours améliorer la qualité du service public de proximité à budget contraint et pour tenir des débats démocratiques de qualité apaisée, radicalement différents dans leur ton des petites sorties médiatiques que l'on constate partout. Ces Lillois-là, et ils sont nombreux, partagent notre indignation face au mépris démocratique du plus haut sommet de l'État. Ils partagent aussi nos inquiétudes vis-à-vis des décisions politiques prises par les gouvernements qui, aujourd'hui, n'ont ni légitimité des urnes ni la crédibilité du bilan. Avec nos concitoyens, nous sommes fiers d'être Lillois, car Lille est une grande et belle ville. Elle attire, elle forme, elle incube, elle innove, elle crée de l'emploi, elle s'engage, elle se cultive, elle partage, elle s'émeut, elle accueille, elle se mobilise contre les injustices. Lille est une capitale régionale, une ville pleinement européenne et internationale qui fait des affaires, qui fait du sport, qui fait la fête. Lille est une ville audacieuse, forte de ses débats et de sa diversité. Nous sommes fiers de la faire en commun, déterminés à la garder en mouvement malgré tout.